Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien exclusif et international. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Daniel Shekomba, candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo, sur la bannière de la mission nouvelle, un Congo gagnant. Bonsoir, président Shekomba. Bonsoir. Vous êtes donc face à la presse internationale avec nous sur ce plateau. Nous sommes donc avec Lambert Guanfo, correspondant international de l'AFP et Africa News. Lambert Guanfo, bonsoir également. Bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de me retrouver parmi nous et surtout devant Monsieur Alain Daniel Shekomba. Et c'est un agréable plaisir de me retrouver devant vous. Président, vous êtes également face à la presse internationale, comme on le disait, au-delà de l'AFP, Africa News, TV5 Monde, Afrique Média. Nous sommes aussi avec des correspondants internationaux de la télévision panafricaine Sika TV, Narcisse Oman en l'occurrence, également Jacob Compaoré de Afrique Émergence TV et partenaire aussi de Afrique Média et bien sûr plusieurs presses écrites et cybernétiques également avec nous, donc Hérician qui est également là. Alors, Président, la première question, on va la passer à Lambert Guanfo. Alors, la première question que je vais vous poser est celle de savoir qui est Alain Daniel Shekomba. Les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment souhaiteraient savoir qui est ce monsieur devant le petit écran. Bon, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je me représente encore, je suis Alain Daniel Shekomba, je suis congolais. Je suis physicien de formation et je dirige une entreprise de télécommunications et j'ai moi-même créé plusieurs entreprises de nouvelles technologies. Voilà. Alors, Président Alain Daniel Shekomba, pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans la politique et surtout d'aller aussi à la course à la magistrature suprême? Ça, c'est une question très importante. Je me suis décidé de m'engager dans la politique dans mon pays parce que il y a beaucoup de désespoir au sein de la population congolaise et tous les acteurs politiques en place, personne ne semble entendre les cris d'alarme de la population congolaise. Parce que tout le monde pense à ses propres intérêts, parce que tout le monde viole la Constitution et tout le monde veut travailler, non pas pour améliorer les conditions de vie des Congolais ordinaires, mais pour empocher pour leur propre compte. Alors vous dites tout le monde, ça veut dire que vous ne faites pas seulement allusion au régime actuel, je veux dire au président Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous appelez régime actuel ? En fait, notre Constitution, dans son article 68, dit que nous avons 4 organes. Le président de la République, 4 institutions. Le président de la République, le Parlement, les gouvernements, les cours et tribunaux. Le président de la République n'est plus... Et son mandat a déjà... Toutes les autres institutions, leurs mandats sont dépassés. Le président de la République, l'Assemblée nationale, les parlements, bon, comme le gouvernement est une émanation du Parlement et que le Parlement est déjà fin mandat, comme l'institution président de la République, il ne reste plus que les cours et tribunaux et que ces cours et tribunaux le président de la République n'a même pas fini à mettre en place les institutions qui ont été voulues par la Constitution, notamment la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Donc, en ce moment, je peux dire que le Congo n'a pas d'institution légitime. Alors, est-ce que vous pensez véritablement trouver votre place parmi toute la mastodonte politique en RDC? Je suis curieux d'entendre qu'il y a des mastodontes politiques en RDC. Je veux savoir pourquoi vous les appelez mastodontes. Ils ont quand même fait leurs preuves. Ils ont fait des preuves. On parle de Moïse Katumbi, par exemple. On parle de Tshisekedi. On parle de Vital Kamerhe, entre autres. Mastodontes pour avoir résolu quel problème congolais? Et vous répondez à cette question comment? Je ne pense pas qu'il y ait des mastodontes politiques au Congo. Je pense que ce sont des gens qui ont créé des problèmes que nous voulons résoudre
au pays actuellement, toutes ces personnes que vous citez. Est-ce que vous pensez véritablement avoir des chances d'accéder à la magistrature suprême? Si oui, quelles sont les chances que vous avez? Je vais vous expliquer quelque chose. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que j'appartiens à la catégorie des appauvris. J'appartiens à la catégorie des Congolais ordinaires. Et je pense que les Congolais sont suffisamment intelligents pour faire la distinction entre ceux qui les ont appauvris et ceux qui veulent inverser l'équation de distribution des richesses. Voilà. Donc, je comprends bien la situation congolaise aujourd'hui, de la population congolaise, parce que moi-même, je suis issu de la catégorie qu'on peut appeler les appauvris. Quand vous dites que vous comprenez la situation actuelle, faites-nous l'état des lieux. Mais je suis scientifique à la base. Je parle sur base des éléments quantifiés. Quand vous regardez les indicateurs du développement humain au Congo, tous les indicateurs du Congo aujourd'hui sont au rouge. Alors, pour nous, nous pensons que l'État congolais n'existe plus que de nom. Et il faut justement aller vite aux élections pour que nous puissions redonner vie à cet État qui n'existe plus. Voilà. Alors, vous avez annoncé en octobre dernier votre candidature à la prochaine élection du 23 décembre 2018 sous la bannière de Mission Nouvelle. Alors, Mission Nouvelle, c'est un parti politique ou un mouvement citoyen? Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est ce Mission Nouvelle en réalité? Mission Nouvelle, c'est un mouvement sociopolitique. C'est tout le monde qui pense qu'il y a lieu de changer la façon de gouverner les Congo qui s'engage. Je parle bien de tous ces appauvris. Je vais commencer par tous ces médecins qui travaillent au Congo, qui ne voient même pas l'aspirine passer dans leurs hôpitaux parce que l'État n'assure pas les frais de fonctionnement. De tous ces enseignants qui voient la volonté des enfants à vouloir être éduqués et ils n'ont même pas de craie parce que leurs parents n'ont pas payé le frais de scolarité, parce que même la craie qui est utilisée pour enseigner au Congo provient de frais de partenariat. C'est-à-dire l'État ne donne rien pour financer l'éducation au Congo. Vous pouvez le vérifier dans les rapports de la Cour des comptes. Alors, c'est toutes ces personnes appauvries qui ont réellement besoin d'espoir, qui ont réellement besoin de vivre dans un Congo qui prospère, un Congo dans lequel tout le monde sera prospère et digne. C'est toutes ces personnes qui sont en train de nous rejoindre dans le cadre des missions nouvelles pour faire une révolution sociopolitique. Alors, les téléspectateurs africains qui vous regardent en ce moment aimeraient bien savoir quelle stratégie vous allez utiliser pour pouvoir conquérir le pouvoir à travers Mission Nouvelle. On aimerait bien savoir comment ça va se passer. Mais nous allons aux élections. Nous sommes en train de présenter aux Congolais nos 12 engagements. Et nos 12... D'abord, la première chose qui a été faite dans le cadre des missions nouvelles, c'est qu'on a envoyé des Congolais partout à travers le Congo pour recueillir les attentes des Congolais par rapport aux nouvelles autorités qui seront élues. Je pense que vous avez vu ça dans la presse. Et il ressort des rapports que nous avons reçus du terrain qu'il faut obligatoirement que les 12 engagements que nous avons pris soient mis en place. Alors, vous parlez de 12 engagements. Oui. Est-ce qu'on peut faire le résumé de cela à tous ces téléspectateurs d'Afrique et du monde qui nous suivent en ce moment? Oui. Le résumé, c'est que nous pouvons catégoriser ces 12 engagements en 3 catégories. Alors, qu'est-ce qui manque au Congo? Ce sont des institutions fonctionnelles et transparentes. C'est qu'on peut qualifier de manque de démocratie. Et nous avons 5 engagements qui résolvent ce problème-là. Qu'est-ce qui manque au Congo? Il manque la sécurité et la protection des citoyens. Et nous avons des engagements qui résolvent ce problème-là. Et nous avons aussi un problème
des distributions non équitables des richesses. Et pour inverser l'équation de distribution dans notre pays, nous avons aussi pris 5 engagements. Voilà. Alors, vous avez évoqué un aspect très important concernant bien sûr votre pays, la République démocratique du Congo. Vous parlez de l'aspect sécuritaire, ce qui n'est pas d'ailleurs le propre de Kabila, parce qu'il faut le dire, le Congo vit cette insécurité depuis avant Kabila. Vous, que pensez-vous faire face donc à cette insécurité? On sait que ça ne va pas, par exemple, dans la région de Goma et autres, à l'est du pays. On sait comment ça se passe. Mais jusqu'aujourd'hui, Kabila, en place, certainement, vous me direz, il n'a pas pu résoudre le problème. Un problème qui ne date pas de lui. Vous, président, que feriez-vous? Qu'est-ce qui sécurise un pays? Déjà dans un pays où on ne fait pas les recensements des citoyens, dans un pays où il n'y a pas de carte d'identité pour identifier les citoyens, alors que nous avons 9 frontières autour, comment voulez-vous qu'on sécurise le pays si on n'identifie déjà pas les citoyens congolais, si on ne sait pas leur donner des pièces d'identité? Il peut y avoir des infiltrations de tout genre. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui le gouvernement en place de commencer d'abord par recenser les citoyens congolais, de les identifier et de leur donner des pièces d'identité? Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement congolais aujourd'hui, avec 80 millions d'habitants, d'avoir une armée capable de pouvoir protéger le pays? Je pense que c'est un problème de volonté politique. On est peut-être occupé à faire autre chose qu'à gouverner le pays. Alors, pensez-vous, dans le contexte sécuritaire actuel, presque chaotique, est-ce qu'il est possible d'organiser des élections crédibles en RDC? Mais je pense que la Constitution est claire là-dessus. Dans son article 69, le président de la République est le garant de la Constitution et plusieurs autres articles, il est le garant de la sécurité et tout le reste. Il faut se poser la question, pourquoi il y a cette insécurité? Il y a cette insécurité parce qu'il y a des frustrations. Il y a des frustrations d'ordre ethnique, il y a des frustrations d'ordre économique, il y a plusieurs frustrations dont le gouvernement en place n'a pas pu faire face. Et je pense que pour arrêter ces frustrations, il faut résoudre le problème. Et après, nous ne pensons pas que après 17 ans de pouvoir, si le gouvernement en place ou le président en place n'a pas pu résoudre le problème, c'est pendant la prolongation vous parlez de 17 ans au pouvoir, il ne faut pas oublier que Mobutu, il en a fait une trentaine, mais la situation n'a pour autant pas changé. Non, mais le problème, c'est lequel? Quand il y a eu révolution de 1997, moi j'étais étudiant à l'université de Kinshasa. J'étais très content et je vis l'actuel président marcher de Goma jusqu'à Kinshasa à pied par patriotisme. Et on pensait que c'était, comment dirais-je, quelque chose qui allait apporter les changements dans ces pays. Est-il moins patriotique aujourd'hui? S'il vous plaît, on pensait que c'était quelque chose qui allait apporter les changements dans ces pays. Mais malheureusement, comment Mobutu avait gouverné ces pays-là? Mobutu avait gouverné par la violence et la corruption. Or, malheureusement, ce sont les mêmes ingrédients qui sont utilisés aujourd'hui dans notre pays. Qu'est-ce qui a changé? Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les indicateurs que Mobutu avait laissés chaotiques dans notre pays sont les mêmes que nous voyons aujourd'hui. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est un manque de patriotisme ou la volonté ne suffit pas, il faut avoir autre chose pour gouverner un État? Alors, lors de vos différentes sorties, il y a un mot, une phrase qui revient toujours. Joseph Kabila doit passer le flambeau. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que qu'est-ce qui vous fonde à dire de manière récurrente que Joseph Kabila ne devrait pas se présenter aux prochaines élections du 23 décembre 2018? Messieurs, chaque État fonctionne sur base d'une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Et la Constitution de la République démocratique du Congo ne permet pas au président Kabila d'avoir plus de 2 mandats de 5 ans. Et
le président Joseph Kabila a prêté serment conformément à l'article 74 de la Constitution, dans lequel il s'engage de respecter l'intégralité de la Constitution. Donc, je pense que il doit respecter ses engagements, il doit respecter la loi fondamentale qui a fait de lui chef de l'État, et il doit respecter le peuple congolais en ne se présentant pas. On vous présente comme Lumumba, ou le successeur de Lumumba. C'est le petit nom d'ailleurs qu'on vous donne, si j'ai bonne mémoire. En quoi est-ce que vous ressemblez à Patrice Lumumba? On sait que M. Lumumba, son cheval de bataille était la souveraineté totale de la République démocratique du Congo. Du coup, le volet de ma deuxième question, est-ce que le véritable problème du Congo ne serait pas une question d'une décolonisation ratée? Je pense que... Ok, je vais commencer d'abord par la deuxième question. Je ne pense pas qu'il faut toujours voir la faute chez les autres. Ça fait plus de 58 ans que le Congo est indépendant. Qu'avons-nous fait pour pouvoir corriger ces erreurs de la décolonisation ratée? Je pense que nous devons regarder plus de notre propre côté. Et je suis convaincu que le problème du Congo aujourd'hui, ce sont des grands appétits des acteurs politiques. Si les acteurs politiques réduisaient un peu leurs appétits pour distribuer de façon équitable tout ce qui entre dans les caisses de l'État, on peut avoir de l'argent pour éduquer nos populations, pour soigner nos populations, pour loger nos populations et pour leur donner des infrastructures qui leur permettent de vivre comme des humains normaux. Et nous avons des éléments là-dessus. Quand vous avez les rapports de la Cour des comptes, dans lesquels l'institution président de la République a un dépassement de 207% du budget, alors que l'éducation à 0%. Vous pensez vraiment que c'est un problème lié à la mauvaise décolonisation ou c'est un problème lié à la mauvaise gestion de l'État? Le Congo décolonisé depuis 58 ans, selon vos expressions, est-ce que c'est une décolonisation avec la maîtrise de tous les leviers de la souveraineté? On construit sa souveraineté. On n'attend pas que les autres puissent construire notre souveraineté. Et notre souveraineté va passer par quoi? Notre souveraineté va passer par l'éducation. Notre souveraineté va passer par la santé et les conditions dans lesquelles nous donnons à nos populations. Nous ne pouvons pas maintenir nos populations ou le pouvoir en place maintenir les populations dans un état beaucoup plus médiocre que l'état dans lequel elle était pendant la colonisation et prétendre vouloir se battre pour la souveraineté. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors pour garder sa souveraineté, il faut ne serait-ce que bien gérer son économie. C'est-à-dire qu'il faut avoir une souveraineté économique. Alors comment entendez-vous relever l'économie de la RDC, comme vous l'avez dit, qui est pratiquement caoteuse aujourd'hui? Vous savez, beaucoup de gens s'intéressent à des choses beaucoup plus complexes au lieu de s'intéresser aux choses simples. La RDC est traversée par l'équateur. Donc la RDC a deux climats. Le climat du nord, le climat du sud, ce qui fait de la RDC un bon terrain agronomique. Nous pouvons être les greniers de l'Afrique. Pourquoi on parle toujours des minéraux de la RDC au lieu de se focaliser sur la production agricole? Nous avons aujourd'hui, parce que l'État a été mal géré depuis 60 jusqu'à ce jour, nous avons 80% d'analphabètes dans notre pays. Je ne sais pas si vous le savez. Et on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour cultiver. Quand les gens cultivent, ils peuvent gagner de l'argent. Mais pourquoi ils ne cultivent pas aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et tout le monde s'arrête à faire la culture vivrière. La quantité qui lui suffit pour vivre avec sa famille. Pourquoi l'État ne pouvait pas et ne peut pas encourager et avoir comme ambition de faire de la République démocratique du Congo le grenier de l'Afrique? Nous avons cette ambition-là. Le temps pour nous d'éduquer nos populations pour qu'ils s'occupent à autre tâche que l'agronomie. Alors Alain Daniel Chekomba,
Vous semblez résumer le problème de la République démocratique du Congo à, je vous cite, à l'appétit démesuré des hommes politiques de ce pays. Absolument. Qu'en est-il de cet autre appétit qui est méga démesuré des partenaires internationaux et des multinationales qui sont installés depuis belle lurette dans le pays? Monsieur, moi, vous savez, je ne peux pas résoudre les problèmes en sautant des étapes. Qui signe des contrats avec les partenaires internationaux? Ce sont nos dirigeants. Pourquoi ils signent ces contrats? Pourquoi ils signent ces contrats? Comment vous répondez à ça? C'est à eux de répondre parce qu'ils ont signé. Est-ce que cela veut dire qu'Alain Daniel Chikomba, quand il viendra, il aidera la République démocratique du Congo à signer des contrats qui vont dans le sens de bénéficier à la population? Et pourquoi dans nos 12 engagements, nous disons qu'il faut d'abord l'audit général de l'État? Parce que nous devons savoir quelles sont les recettes de la République démocratique du Congo, comment l'argent est dépensé, qui dépense cet argent. En fonction de l'audit général, nous allons savoir si les contrats qui ont été signés ont profité à la République démocratique du Congo ou ces contrats ont profité aux individus. En ce moment, je ne peux pas vous dire. Mais dans les engagements que je fais, je dis l'audit général de l'État. C'est très important. Alors, il y a une question qui revient toujours, qu'on pose généralement aux hommes politiques. Ils disent, ils promettent beaucoup de choses, mais on se demande comment est-ce que vous allez faire revenir les investisseurs? Comment allez-vous trouver de l'argent pour pouvoir gérer votre plan, votre projet politique? Parce que pour gérer ce projet politique, pour rendre la RDC aujourd'hui fiable, il faut de l'argent. Et là maintenant, dites-nous un peu, les téléspectateurs qui vous regardent, comment vous allez faire venir les investisseurs, comment vous allez rapporter de l'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir convaincre les Congolais? Comme je dis, je ne vais pas sauter des étapes. Je vais auditer l'État d'abord pour savoir ce que nous possédons et nous allons nous concentrer d'abord sur la production locale. Et les investisseurs ne peuvent pas venir s'il n'y a pas de sécurité. Et vous voyez dans les indicateurs que j'ai ici, c'est le deuxième pays le plus dangereux au monde parce qu'il n'y a que 81 000 personnes qui ont visité la RDC en 2017. Et c'est le 145e sur les 176 où les conditions d'affaires sont mauvaises. On ne peut pas commencer à parler des investisseurs parce que même si l'État est dans l'état où il y a toujours des investisseurs qui sont au Congo. Mais nous devons savoir comment nous avons collaboré avec eux jusqu'à ce jour et comment nous allons collaborer avec eux dans le futur pour l'intérêt de notre population. Alain Daniel Chikomba, il y a un autre aspect de cet entretien qui m'intéresse, qui nous intéresse vraiment. Aller à la course à la présidentielle nécessite beaucoup de fonds. D'où provient votre source de financement? Vous savez, c'est peut-être ça qui est un peu paradoxal. On ne s'engage pas en politique parce qu'on a l'argent. On s'engage en politique parce qu'on a le cœur. Voilà. Donc, on s'engage en politique pour résoudre le problème de ses compatriotes. Les deux sont indissociables? Non, s'il vous plaît. Oui. Vous pensez que les Congolais ne peuvent pas soutenir celui qui est en train de se battre pour leurs avantages? Ce n'est pas dans ce sens la question. Ici, il est question de savoir si vous avez des soutiens à l'international qui vont vous amener, qui vont vous donner des fonds nécessaires pour aller vers vos objectifs. Là c'est contradictoire. Nous nous voulons panafricains. Nous voulons, comment dirais-je, parler pour l'intérêt de la population. Comment voulez-vous que je puisse avoir de l'argent en international? Si j'ai de l'argent en international, je serai occupé à payer ma dette au lieu de m'occuper à résoudre le problème des Congolais. Donc, je vous dis que nous nous organisons en interne pour contribuer les peu de moyens que les Congolais ont pour soutenir ma candidature et gagner les élections. Je le dis très clairement et j'insiste là-dessus, je l'ai toujours dit,
je n'ai aucun respect pour des politiciens africains qui vont chercher des solutions de leur pays à l'étranger, surtout à l'Occident. Parce que ce ne sont pas, les Occidentaux ne votent pas pour les Africains. Ce sont les Africains qui votent pour leurs dirigeants. Alors comment voulez-vous que nous puissions résoudre des problèmes des Congolais en ayant prendre de l'argent à l'Occident pour venir financer notre élection? Ça, ce n'est pas possible. Donc je pense que c'est pas possible. Alors pour rester dans l'aspect, le volet international, il y a la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies numéro 2277 qui encourage le respect de la Constitution et la tenue d'un dialogue intercongolais. Alors, que pensez-vous de cette résolution? Pensez-vous que le dialogue intercongolais qui est mené actuellement peut créer un climat d'apaisement et ramener la paix en RDC? Je pense que ça c'est de l'hypocrisie de la communauté internationale. Je suis désolé de le dire, mais je ne suis pas désolé, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? La Constitution doit être respectée. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Il est dit dans l'article 73 de la Constitution congolaise, je vais parler en français, congolais et belge, 73, article 73, que le scrutin présidentiel est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en place. La communauté internationale et tout le monde a vu... Pour nos téléspectateurs, non, ça veut dire 90 jours. Voilà. Tout le monde a vu l'actuel président dépasser ces délais. Pourquoi lui accorder un dialogue qui n'est pas prévu par la Constitution? Donc tout le monde est en train de l'accompagner en faisant l'hypocrisie à violer la Constitution de son pays. C'est la recherche de la paix. Mais quelle paix? Combien de gens meurent à l'est du pays aujourd'hui parce qu'il n'y a pas des élections? Combien de femmes continuent à être violées à l'est du pays aujourd'hui parce qu'il n'y a pas des élections? Combien de gens sont morts à Kinshasa en train de réclamer un droit, pas un cadeau du président, parce que les élections au Congo, ce n'est pas un don du président Kabila, c'est un droit fondamental du peuple congolais reconnu par la Constitution. Donc, on doit faire des choses de façon propre et éviter l'hypocrisie. Si tout le monde, si les gens veulent aider le Congo, ils doivent aider le Congo et les autorités congolaises à respecter leur constitution et à respecter leur population. Parce que la constitution, c'est le pacte social entre le gouverné et le gouvernant. Et si le gouvernant ne sait pas respecter la constitution, c'est qu'il ne respecte pas le pacte entre lui et la population. Et les autres ne doivent pas faire l'hypocrisie en disant oui, pour chercher la paix, il faut aller au dialogue. Non, ça c'est encourager le viol de la Constitution. Et je ne pense pas que c'est une bonne démarche. Et vous comprenez ces jeunes qui sortent dans la rue tout le temps manifester, vous les comprenez, vous? Absolument, absolument. Chacun doit revendiquer pour ce droit. Aujourd'hui, pourquoi, je vais encore répéter, s'il vous plaît, je vais encore répéter la phrase qui a valu le courroux de la Belgique à l'ancien Premier ministre Lumumba quand il avait dit « L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, c'est un droit fondamental du peuple congolais. » Et nous disons, nous répétons, les élections au Congo, ce n'est pas un cadeau du président Kabila, c'est un droit fondamental du peuple congolais. Et chacun a l'obligation de défendre ce droit. Il ne faut pas que le président Kabila pense que le fait d'organiser des élections en RDC, c'est un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. D'ailleurs, il est en retard. Et là où ça fait encore mal, c'est de voir que l'opposition qui devait jouer son rôle de garde-fou a accompagné le président de la République à violer la Constitution en signant les accords, que ce soit les accords de la Cité de l'Union africaine ou les accords de Saint-Sylvestre. Dans quelle constitution on reconnaît ce genre d'accords? En somme, vous n'êtes ni de l'opposition, ni du pouvoir, ni de la majorité présidentielle, j'allais dire.
C'est un peu ce que vous essayez de nous dire. Tous les deux, vous leur en voulez. Je vous dis, je suis du camp des appauvris. Je suis du camp de tous ceux qui pensent que le Congo doit être gouverné autrement et que il faut s'engager pour que le Congo soit gouverné autrement. Alors, tout à l'heure, dans vos propos, quand vous parliez de la communauté internationale, vous avez parlé, je vous cite, de l'hypocrisie de la communauté internationale, oui. Parlant bien sûr du dialogue. Alors, si la communauté internationale est autant hypocrite, que pensez-vous de la présence de la MONUSCO dans votre pays? Je crois que ça fait 18 ans que la MONUSCO est là, la sécurité n'est jamais revenue. Moi je dis que la nature a horreur du vide. Comme il y a le vide institutionnel au Congo, c'est pour ça qu'il y a la MONUSCO au Congo. Donc quand nous allons résoudre le problème de vide institutionnel, la MONUSCO va partir. Aussi simple. Aussi simple que ça. Et pour résoudre donc ce problème... Mais pourquoi il n'y a pas la MONUSCO, comment dirais-je, au Cameroun? Pourquoi il n'y a pas la MONUSCO au Sénégal? Pourquoi il n'y a pas la MONUSCO en Guinée équatoriale? Pourquoi il y a la MONUSCO au Congo? C'est parce qu'il y a un vide institutionnel. Même si les gens donnent l'impression qu'ils sont en train de gouverner le pays, mais ils ne gouvernent pas le pays. Un pays gouverné, on ne peut pas avoir une armée étrangère sur place qui sécurise la population de ces pays-là. C'est pas possible. Alors, je reviens encore à ce qu'on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre des alliances qui se fait actuellement au Congo, avec ce jeu d'alliance pour la présidentielle? La question qu'il faut se poser, c'est que ces alliances se font pourquoi? Pour résoudre le problème des Congolais ou pour se maintenir au pouvoir, comme on dit bien chez nous, pour se maintenir au mangeoir? Pourquoi on fait des alliances? Pour moi, ces alliances ne comptent pas, et c'est pour ça que nous pensons que la population congolaise va choisir les camps des appauvris qu'ils sont. Pour choisir, vous avez proposé quelque chose. Vous avez proposé le voting plus. C'est ça, à la place de la machine électorale. Oui. Alors, c'est quoi le voting plus et en quoi serait-il différent de la machine électorale? En fait, je ne vais pas faire des procès d'intention, mais comme observateur très proche de la politique congolaise, on savait que le pouvoir en place allait prétendre qu'il n'a pas d'argent pour organiser des élections. Et on avait déjà réfléchi à ça. On avait développé une application dématérialisée qui permet de réduire le coût des élections et de crédibiliser les résultats parce que le vote s'est fait à temps réel. Et nous avons proposé cette application gratuitement au gouvernement qui prétend ne pas avoir de l'argent, mais qui préfère la machine à voter. Nous sommes devant deux positions extrêmes. Il y a l'opposition institutionnelle, c'est comme ça que je l'appelle, qui veut le vote manuel, avec tout ce que cela implique comme erreur, comme logistique, comme, comment dirais-je, dans un pays qui n'a pas de route, n'est-ce pas? Comme logistique, transport et ainsi de suite. Donc, le coût de la logistique sera très élevé. Et le pouvoir qui a une boîte fermée dont personne ne peut consulter la base de données. Je pense que le Voting Plus, c'est une application qui se met au milieu pour dire, nous ouvrons cette application à tout le monde, les uns et les autres peuvent envoyer leurs experts pour regarder, mais l'avantage, c'est que... Comment ça devrait se passer? La technique de vote, la procédure avec Voting Plus, comment c'est? Est-ce que vous avez aussi l'impression que la population adhère à ce projet? C'est beaucoup plus facile de voter avec le Voting Plus sur le plan logistique et sur le plan financier, et même sur le plan des, comment est-ce qu'on appelle, la facilité de vote. Le Voting Plus, c'est la photo de la personne qui est là sur n'importe quelle tablette, ce n'est pas une machine spécialisée.
Parce que c'est un software qui peut s'installer sur n'importe quel téléphone, sur n'importe quelle tablette, même une tablette à 50 €. Et vous appuyez, vous mettez juste votre main sur la photo de la personne que vous choisissez et automatiquement, le résultat est comptabilisé. On peut dire, avec le Voting Plus, avec le Voting Plus, on peut faire intervenir les opérateurs télécoms qui sont au Congo pour juste créer de VPN entre le serveur central qui sera basé à la CENI et les différentes tablettes. Ces mêmes opérateurs qui travaillent avec le régime actuel, mais ils ne peuvent pas. Que là, vous donnez encore... Non. Les opérateurs télécoms sont des hommes d'affaires. Ce sont des investisseurs qui fournissent des services. Et qui vont vers celui qu'ils pensent qui va gagner le plus. Non, mais en fait, ils jouent juste le rôle de transporteur, mais il ne peut pas modifier les données. Parce qu'une fois que moi j'ai validé sur la tablette, c'est juste les paquets de données qui sont transportés vers les serveurs. Qu'est-ce que l'opérateur télécom va faire pour modifier ces résultats? Et puis, tout le monde n'a pas d'argent au Congo pour pouvoir mettre les observateurs dans chaque bureau de vote. Mais tout le monde peut mettre un observateur dans une grande salle de la CENI pour observer les résultats qui arrivent en temps réel. Parce que c'est très important de savoir. Et la commission électorale, est-ce qu'ils ont validé le projet? En fait, comment ils ont apprécié? La commission électorale s'attache à ces machines à voter qui va pousser le Congo à dépenser beaucoup de millions de dollars que le Congo n'a pas, n'est-ce pas? Et nous pensons que le fait de s'accrocher à vouloir à tout prix faire dépenser de l'argent à la République démocratique du Congo cache quelque chose qui est malsain. Je ne vais pas faire, comment dirais-je, des procès d'intention, mais si on regarde en profondeur, on va trouver que l'intérêt n'est pas finalement l'intérêt d'avoir des élections crédibles. Alors là, on a voté et puis vous avez gagné. Quand vous avez gagné, vous êtes élu président. Quel est le sort que vous réservez à Joseph Kabila? La Constitution fixe le sort des anciens présidents. Le président Kabila, comme ancien président, sera sénateur. Mais si il estime qu'il n'est pas à l'aise dans son pays, il peut se choisir le pays de son choix. Est-ce que ce n'est pas une mise en garde? Pourquoi une mise en garde? Moi, je dis dans mes engagements que la Constitution sera respectée intégralement. Quand on parle du fait que vous avez dit que vous allez engager un audit général de l'État, est-ce que ce n'est pas pour aboutir à une chasse à la sorcière? Vous savez, si nous ne respectons pas les lois de notre pays, n'est-ce pas? C'est que nous ne respectons pas le peuple qui nous a élus. Donc, la justice doit fonctionner dans ce pays-là. La justice doit fonctionner dans ce pays-là. On ne peut pas réconcilier. Il y a un évêque, je pense, de la Côte d'Ivoire qui disait « Il n'y a pas de paix sociale sans justice sociale ». Donc, il faut qu'il y ait la justice sociale pour qu'il y ait la paix sociale. En d'autres termes, M. Kabila devait s'inquiéter. Pourquoi il doit s'inquiéter? Pourquoi il doit s'inquiéter? On sait qu'en Afrique, c'est monnaie courante. L'exemple le plus récent, c'est en Gambie. Jamais, avec tout ce qu'on lui reproche, il est obligé d'aller vers l'exil en Guinée équatoriale. Est-ce que finalement, l'idéal ne serait pas que Kabila reste dans son pays pour que la paix reste aussi? Kabila, le président Kabila, a le choix de vivre où il veut. N'est-ce pas? S'il veut rejoindre le président Yahya Jammeh en Guinée équatoriale, ça serait une bonne option. Je pense que le président de la Guinée équatoriale témoigne beaucoup d'hospitalité au président gambien et je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas la même chose pour le président Kabila. Alors pour revenir à ce que vous dites là tout à l'heure, à ce que vous dites dans votre acte d'engagement, moi, président, la corruption devant la justice, la comparution devant la justice de tous les criminels économiques et de guerre. Comment ça va se passer?
si vous êtes président? Oui. Désolé. Ça va se passer que, vous savez, depuis 1991, il y a eu une conférence nationale souveraine dans notre pays qui avait une commission des biens mal acquis. Et les résolutions de cette commission des biens mal acquis n'ont jamais été mises en application. Et nous avons beaucoup de rapports des Nations Unies qui font état de beaucoup de crimes de guerre et de crimes économiques. Or, malheureusement, ce sont les mêmes personnes qui ont commis ces crimes de guerre et ces crimes économiques qui continuent à prétendre vouloir diriger les pays. Mais les gens qui ont perdu les membres de leur famille, les gens qui ont perdu leurs biens, n'ont pas oublié cela. Et ces gens sont dans le désespoir de penser, y aura-t-il un jour où quelqu'un viendra nous rendre justice? Nous voulons être ces présidents-là qui rendent justice à sa population. Donc, c'est un engagement sérieux. Il faut que, il ne peut pas y avoir justice, il ne peut pas y avoir réconciliation sans réparation. Et je me rappelle, lors des accords de Sun City, il y avait une commission justice et réconciliation qui avait été mise en place, mais on n'a jamais vu les résultats de cette commission. Donc, les Congolais doivent-ils désespérer d'un jour voir la justice régner dans leur pays? Je ne pense pas. Alors, je reviens encore à votre acte d'engagement. Vous dites là, c'est bien écrit, moi, président, la garantie de la redistribution équitable des richesses nationales. Là, on ne comprend pas très bien ce que vous voulez dire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je vous ai donné juste un exemple. L'institution président de la République a un dépassement d'à peu près 207% du budget alloué à cette institution et que l'éducation à 0%, la santé à 0%. Pensez-vous que c'est ça la distribution équitable des richesses? Non. Alors, comme je suis scientifique, j'ai dit, si X est la part des acteurs politiques et Y est la part de la population ordinaire, aujourd'hui, X est largement supérieur à Y. Il faut inverser cette équation. Il faut que X soit largement inférieur à Y. Et comment X sera largement inférieur à Y? Les acteurs politiques doivent recevoir leurs émoluments définis par la Constitution et par la loi, et le reste et les budgets doivent être respectés dans son application selon l'importance qu'on donne à chaque partie. Voilà, c'est très important, cette équation doit être inversée. Donc, si je comprends bien, vous voulez redonner de l'espoir aux populations du Congo si vous êtes président. L'espoir peut être un mot, un concept. Ah, ouais. Mais quel contenu nous donnons à ces mots qu'on appelle espoir? Le contenu ici, c'est que nous voulons construire la prospérité et la dignité de chaque Congolais. Voilà. Les Congolais ont le droit à l'éducation, les Congolais ont le droit aux soins de santé, les Congolais ont le droit à un logement décent, les Congolais ont le droit de profiter des développements modernes dans les infrastructures. Alain Daniel Shekomba, votre slogan, c'est Shekomba Solution, si je ne me trompe pas. Shekomba Solution. Oui. Alors, il me semble avoir entendu cela. Et du coup, j'ai envie de me demander, est-ce que vous essayez de vous comparer au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara? Parce que c'est du déjà entendu. Bon, en fait, il y a un problème et on apporte la solution. Oui. Je pense que ce n'est pas une comparaison, c'est que il y a un problème au Congo et nous apportons la solution. C'est pour ça que nous disons Shekomba Solution. S'il y avait un problème en Côte d'Ivoire et que le président Alassane avait apporté la solution, il était à deux solutions. Il n'y a pas une comparaison parce que ce sont deux
situations et deux problèmes et deux états différents. Dans une lecture un peu plus approfondie, on pourrait dire que vous seriez du même bord. Quel bord? Je sais pas. Ben, je sais pas. Non plus. En tout cas, on vous comprend. Alors, il y a ces derniers temps une question très récurrente qui anime la presse nationale au Congo et même internationale. C'est la situation de l'opposant Moïse Katumbi. On parle de lui comme étant quelqu'un qui est aussi italien, enfin qui serait aussi italien. Vous, président, que pensez-vous de la double nationalité? Je vais d'abord vous dire quelque chose. Le gouverneur Katumbi, parce qu'il faut l'appeler comme ça, avait été élu en 2006 en respectant l'article 102 de la Constitution congolaise. Et cet article 102 dit, dans son premier point, être congolais. N'est-ce pas? Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter la Constitution et je suis de ceux qui pensent que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le président actuel, la commission électorale, qui est un organe d'appui à la démocratie, avait reçu la candidature de M. Katumbi, l'avait validé, il a été élu député national, ensuite gouverneur. Si aujourd'hui il y a des problèmes entre le gouverneur Katumbi et le président Joseph Kabila, cela ne doit pas faire paraître à la communauté internationale et surtout africaine qui suit les débats au Congo que les gens au Congo ne sont pas méticulés dans leur façon de faire les choses. Parce que si je suis bien, on dit que le gouverneur Katumbi avait la nationalité italienne en 2001. C'est que la commission électorale n'avait pas fait son travail, le gouvernement n'avait pas fait son travail, le président de la République qui doit faire respecter la Constitution n'avait pas fait son travail pour que le gouverneur Katumbi se retrouve député national. Je pense que c'est un faux débat. S'il faut éliminer le gouverneur Katumbi, on va les gagner, on va les battre aux élections. Mais il ne faut pas chercher à éliminer un adversaire politique en se faisant prévaloir de ses propres turpitudes. Vous dites qu'ils ont été passifs, ils ont commis des erreurs. Bon, j'ai envie de dire, vous me permettez l'expression, celle des imbéciles ne se trompent pas. En 2001, ils n'ont pas vu cela venir. En 2006, j'allais dire. Et aujourd'hui, ils se ressaisissent, ils regardent correctement la Constitution et tout ce qu'il y a. Ils mènent des enquêtes de bout en bout et ils se rendent compte, avec preuve à l'appui, leur preuve en tout cas, c'est pas moi qui ai les preuves, leur preuve à l'appui bien sûr, que M. Katumbi, dans une commune italienne, avait aussi une nationalité. Est-ce que ce ne serait pas le moment idéal donc pour essayer de redresser la barre? Non, mais est-ce que vous pensez que M. Katumbi est le seul à être dans ces cas? Je pense que les gens qui ont fait la constitution congolaise, ça c'est un autre débat, ne respectent pas la population. Parce que la majorité de ceux qui sont au pouvoir ont double nationalité. Justement, vous, qu'est-ce que vous pensez donc de cette double nationalité? Je pense nationalité? Ça, c'est quelque chose que nous allons revoir quand nous serons au pouvoir. C'est absurde, dans un monde interconnecté comme celui-ci, de pouvoir garder l'article 10 de la Constitution qui rend la nationalité congolaise exclusive. C'est absurde, mais ce n'est pas le moment. Nous devons d'abord gagner les élections et poser la question aux Congolais ce qu'ils en pensent. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que cette question de double nationalité pousse ceux qui sont élus à faire un choix, soit de jouer pour le peuple congolais, soit de jouer pour leur autre pays d'adoption? Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je pense que cette question de nationalité a été soulevée justement pour éliminer un adversaire politique. Parce que si cet adversaire politique est passé par la commission électorale indépendante alors qu'il avait déjà cette double nationalité et que cela n'avait pas créé des problèmes, parce qu'il était élu de la majorité présidentielle et président provincial du parti au pouvoir. Doit-on comprendre par là que vous soutenez la candidature, bien qu'étant aussi candidat, de Moïse Katumbi? Je ne peux pas soutenir la candidature de
du gouverneur Katumbi parce que je pense qu'il fait partie de ceux qui ont pillé les pays et qui ont appauvri les Congolais. Tout ce que je veux, c'est qu'il faut respecter la Constitution et il faut être honnête dans les décisions et les assumer. Si, en 2006, la commission électorale avait validé la candidature du gouverneur Katumbi, pourquoi subitement on commence alors que tout le monde est dans les cas? Je ne pense pas, je ne veux pas qu'on aille parce que ces problèmes de nationalité posent beaucoup de problèmes au Congo et ça donne l'image que les Congolais ont peur de vivre dans un monde ouvert. Nous n'avons pas peur de vivre dans un monde ouvert. Voilà. Alors, le Congo aujourd'hui est divisé. Alors, vous, Président, qu'est-ce que vous allez faire pour réconcilier les Congolais? Il n'y a pas de paix sociale sans justice sociale. C'est pour ça que nous disons que les criminels économiques qui ont appauvri les Congolais, les criminels de guerre qui ont tué les Congolais, doivent au moins comparaître devant la justice pour que cette justice sociale soit faite et que la paix sociale revienne au Congo. Alain Daniel Shekomba, face à cette caméra, les Congolais du pays et du monde entier vous suivent. S'il fallait leur adresser un message, quel serait-il? Droit vers cette caméra. Bon, je pense que le temps est venu pour que le Congolais puisse enfin réaliser la révolution sociopolitique qui passera par les urnes. Nous avons connu dans notre pays des révolutions armées qui ont échoué tout simplement parce que le peuple n'avait pas été associé dans le choix de ses dirigeants. Et le peuple ne doit pas rater l'occasion de se choisir réellement les dirigeants qui veulent construire leur prospérité et leur dignité. C'est tout ce que je peux dire. Voilà donc Lambert, un dernier mot et on va boucler cet entretien exclusif. Ouais, c'était un plaisir de rencontrer M. Alain Shekomba. C'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec vous, avec la presse internationale. Et tout ce qu'on vous souhaite, c'est bon vent, bonne chance. Voilà, Alain Daniel Shekomba, merci à vous. On va également dire merci à toute la grande presse internationale qui s'est réunie dans le cadre de cet entretien exclusif. Bien sûr, afriquepremière.info, Sika TV, l'AFP, Africa News et également Afrique Émergence TV, Afrique Média, la télévision panafricaine également. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un autre entretien.